Sur la première, 7h36, la transition énergétique de la Suisse, se libérer de notre importante dépendance aux importations d'énergie, privilégier nos propres ressources et qualités, ça demeure l'objectif premier de la fameuse stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Mais le chemin pour y parvenir, c'est-à-dire la réduction des énergies fossiles, le développement du renouvelable et la sortie progressive du nucléaire, ce chemin reste pavé d'embûches. Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin un homme qui y croit toujours en une société basée sur le solaire et sur l'éolien. Celle désormais oui, parce qu'il l'était encore il y a quelques jours, le désormais ancien syndic de Lausanne, Daniel Brella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a tendance à l'oublier, mais vous allez continuer la politique, poursuivre avec conviction votre mandat de conseiller national sous la bannière des Verts. Ce sera donc à Berne que se tournera votre avenir. Vous êtes une figure de la politique, pas seulement lausannoise, vous êtes une figure aussi romande et suisse. 79, c'était le premier élu écologiste dans un parlement. Vous y étiez à Berne déjà à l'époque, Daniel Brella. 37 ans. Ça fait 37 ans, 26 ans et demi à la municipalité de Lausanne, 15 ans à la syndicature. Est-ce que vous commencez maintenant, on est quoi, le 8 juillet, ça fait une petite semaine, vous commencez à vous faire à l'idée que Lausanne, la page se tourne, ou vous continuez à rêver de Lausanne? Alors, je m'intéresse bien sûr à Lausanne, c'est plus moi qui suis aux affaires. J'ai eu 26 ans et demi pour me faire à l'idée que ça va se terminer, donc j'ai eu le temps. Et puis, pour le reste, je garde quand même une deux choses, comme notamment la présidence du conseil d'administration des TL, mais cette fois-ci comme représentant du canton. Donc, je vais pouvoir continuer à suivre le développement des transports publics, un des principaux dossiers que j'ai mené ces dernières années. Un de vos anciens camarades de l'exécutif, Olivier Français, disait dans une interview au temps début juin que lui, alors il a complètement tourné la page. Est-ce que vous le croyez ? Écoutez, on n'a plus ni lui ni moi de vrai pouvoir lausannois, sauf moi un tout petit peu, mais pour présenter le canton au niveau des TL. Et puis, ça, je comprends qu'il puisse dire qu'il tourne la page. C'est difficile de la tourner complètement, mais c'est maintenant à l'équipe élue de faire le travail. Ça fait aucun doute que nous pourrons faire éventuellement un appoint de consultation une fois ou l'autre. Et puis, on sait que plus on avance dans le temps, moins ces consultations existent. Donc, la page est en train de se tourner. Et vous dites ça avec le sourire. Sur Olivier Français, quand même, c'est aussi une figure lausannoise. Toujours dans cette interview, mais à d'autres reprises aussi, il s'est dit assez amer au fond, et même assez critique sur ce qu'il avait vécu ces dernières années au sein de la municipalité. Il dénonce, je cite ses propos, dans cet exécutif au fond que vous dirigiez comme syndic, un climat difficilement supportable. Il dit qu'il était à des années-lumière de leur comportement, c'est-à-dire les comportements de ses collègues, vous et les autres. Comment vous avez pris ces critiques début juin d'un homme qui n'était pas encore totalement, qui n'avait pas encore totalement fini son mandat? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça vous touche? Comment vous avez réagi? Écoutez, j'ai réagi que je connais Olivier Français avec toutes ses qualités et ses rares défauts, notamment d'être impulsif et puis d'adorer se plaindre. C'est vrai que l'arrivée des deux personnes fortes de la municipalité qui vient d'entrer en fonction, qui sont des gens, c'est-à-dire M. Junot et Mme Germont, qui sont des gens socialistes, ouais, qui ne tiennent pas par principe à accepter tout ce qu'on leur soumet. C'est une critique, c'est une critique que vous faites Non, ce n'est pas une critique. C'est un constat. Moi, j'ai présidé la municipalité pendant 15 ans. Je sais que si Olivier Français présentait un projet dans les municipalités précédentes, c'est pas qu'il n'y avait pas de discussion, mais il y avait peu de critiques de fond. Là, aussi bien lui que moi, on a dû convaincre les deux nouveaux collègues qu'il fallait faire le M3. Maintenant, toute la municipalité en est convaincue, mais ça n'a pas été évident. Ils sont plus critiques sur les dossiers. Et puis, sur un, deux dossiers, il a eu des crève-cœurs parce que ça n'a pas passé comme il espérait. Mais un exécutif, c'est pas automatiquement tout le monde suit le directeur concerné à chaque fois. Ce sont les deux personnes précitées, ce sont des gens qui manqueraient de souplesse. Ils en font un peu, c'est ça? Non, non. Je n'ai pas dit qu'ils manquaient de souplesse, j'ai dit qu'ils voulaient être convaincus. Vous dites qu'ils sont très critiques et que c'est difficile de leur faire passer des projets. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'ils demandaient à être convaincus, pas parce qu'un collègue a présenté le projet, mais parce qu'ils pensent que c'est bien. Oui, mais vous l'êtes aussi, visiblement. Oui, bien sûr, mais moi, je suis le coordinateur. Donc, j'essaie de trouver des chemins à chaque fois, jusqu'au 30 juin. Maintenant, c'est fini,
parce que dans un exécutif, il faut que tout le monde ait du plaisir à travailler, sinon ça ne va pas. Vous en aviez encore jusqu'au 1er juillet? Moi, j'ai fini le 30 juin par mon discours au Capitole, et puis jusqu'au 30 juin au matin, j'ai présidé la municipalité. Encore un mot sur Olivier Français, après on va parler, c'est promis, de la transition énergétique. Alors il dit de vous, toujours dans cette même interview, nos rapports étaient fonctionnels, Daniel Brella y tirait aussi son intérêt. Pas terrible comme hommage, ça fait un peu rupture amoureuse ça, non? Non. Non, parce qu'on a toujours cru que vous étiez... J'ai toujours considéré en très bon terme, c'est pas le cas. Avait de très bonnes qualités d'ingénieur, de visionnaire en matière de travaux. Il a su les rentabiliser à moindre coût par rapport à ce qu'aurait pu être. Il connaissait bien le milieu professionnel. Et puis, il a un amour immodéré des tunnels. Ça nous a été utile pour les trains, plutôt pour le métro. Et puis maintenant, le LEB qu'il a encore lancé de son parcours politique. Et là, on était à fond ensemble. Et puis, il aurait aussi aimé mettre des tunnels routiers dans toute la ville. Et puis là, on n'a pas assez d'argent pour faire tout ça. On était moins ensemble. Puis voilà. Olivier Français s'est appuyé sur moi pour certains dossiers, comme syndic. Et dans la logique précédente, chaque fois qu'il avait un bon projet, j'essayais de le pousser. Si j'étais moins convaincu du projet, je poussais moins. Et ça suffisait, vu les autres, pour freiner. Mais enfin, ce qu'il traduit, c'est un certain intérêt politique et pas vraiment une complicité entre vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, l'intérêt politique commence sur un dossier implique ensuite la complicité, mais c'est pas négatif. Il est pessimiste sur l'avenir de la municipalité de Lausanne. On a démantelé le grand dicastère des travaux historiques. Ça, c'est une erreur de la nouvelle municipalité. Il est pessimiste, vous aussi? Pas à juger les décisions de la nouvelle municipalité. Ils ont pris un gros défi, celui de faire un découpage qui correspond essentiellement au goût de chacun des 7 membres, quitte à faire des ruptures de situations historiques. Ça crée quelques mois de déstabilisation, après quoi je suis persuadé que ça ira très bien. Mais est-ce que la politique Daniel Brella n'est pas avant tout l'intérêt public, avant le goût d'un membre d'un exécutif, pour reprendre votre expression? Mais l'intérêt public français était là, il voulait le social, je vous rappelle, c'était de lui donner des travaux. Parce qu'en matière de social, à part reprendre des slogans du Parti radical, il ne connaît pas grand-chose. En matière de travaux, alors c'est un expert. Ouais. Là, vous êtes plus critique. Bon, c'était un choix évident pour moi, mais ça n'a pas été évident à l'époque. La transition énergétique, là, maintenant, vous êtes libéré de ce double mandat. Vous n'êtes plus à Lausanne, mais à Berne, à fond. Ça vous donne quoi? Une nouvelle énergie, une énergie renouvelée, sans jeu de mots, ça me donne beaucoup plus de temps. Pour continuer votre combat politique. Fausse modestie, être probablement, sur les 246 parlementaires, celui qui connaît le mieux ce sujet. Parce que j'ai été 26 ans au conseil d'administration d'EOS, j'étais déjà le spécialiste de l'énergie dans les années fin 70, 80, et puis j'ai subi toute l'évolution. Donc, je ne crois pas être incompétent en la matière. Ah non, personne ne l'a dit, on vous a même qualifié de géant vert, mais vert dans le sens écologiste, évidemment. Vous êtes quelqu'un d'encore assez optimiste pour vous? Une société basée sur le solaire, photovoltaïque et l'éolien est parfaitement possible? Est-ce que ce n'est pas un peu de la méthode Coué ou de la méthode Brella? Non, ce n'est pas de la méthode Coué. Si vous prenez l'agence Bloomberg, et donc Bloomberg, vous savez qui c'est? Ce n'est pas des gens qui sont pauvres et puis qui crèvent la faim tous les jours, vu leur mauvais placement. Ils affirment qu'en 2040, 70% de l'énergie sera renouvelable pour l'électricité en Europe. Alors qu'on est à 25 aujourd'hui. Et puis, vers 2050, on va se rapprocher lentement du 100%, avec toujours, bien sûr, quelques exceptions. Ce qui est clair, c'est que le potentiel solaire ou éolien est suffisant pour tous les besoins de l'humanité. Si on voulait faire que du solaire, mais il y aurait les problèmes de stockage, si on faisait que du solaire, c'est pour ça qu'il faut aussi de l'éolien, il suffirait de 5 fois la surface de la Suisse pour que toute l'électricité du monde faite par du solaire soit produite. Et puis, ça signifie y compris que tous les véhicules deviennent électriques, les camions et les voitures. Donc, le potentiel est là. Pour ceux qui préfèrent les éoliennes, notamment quelques opposants irréductibles, il suffit de 2 millions de très grandes éoliennes sur la planète pour faire ça. Si on rapporte au niveau suisse, pour le solaire, c'est une centaine de kilomètres carrés, notamment des toits surtout, mais sur 40 000 km² de territoire suisse, c'est 0,25% du territoire en solaire, alors qu'on fait 1% pour les routes,
qu'il suffirait de mettre pour arriver à cet objectif. Ça, c'est le mathématicien qui ne sommeille jamais très loin en vous, avec tous ces chiffres qui paraissent logiques quand on les articule. Il suffit de, au fond... C'est des vrais chiffres. Alors, tout à fait, je ne vous reproche pas d'articuler des inventions. Cela dit, il suffit de, entre la réalité mathématique et la réalité politique, il y a parfois un fossé. On prend effectivement la question des éoliennes. Quand on voit l'énorme difficulté que rencontre la conseillère d'État de Quattro pour l'implantation d'éoliennes dans le canton de Vaud, on se dit que c'est pas gagné. Comment vous expliquez encore toutes ces oppositions, Daniel Brella? Écoutez, il y a un certain nombre de gens qui sont d'une autre époque. En l'occurrence, l'opposition aux éoliennes est très curieuse. Les mêmes ne sont jamais opposés aux pylônes électriques, qui sont plutôt plus marquants sur le paysage avec toutes les lignes à haute tension. Il y a un certain nombre de gens qui ont des soucis légitimes de protection du paysage et surtout de ce qu'ils pensent être la valeur mobilière de leur villa, qui croient à un certain nombre de choses qui évoquent des problèmes de maux de tête, de vibrations, de résonance. Oui, bien sûr, mais on évoque la même chose avec les lignes électriques, avec les natels et tout le reste. Alors, vous n'y croyez pas à ces problèmes qui seraient des problèmes physiologiques? Je n'exige pas que ça n'existe pas du tout. Il y a une partie psychologique, une partie physiologique pour les hypersensibles. Mais dans le domaine des éoliennes, c'est plutôt beaucoup moins grave que dans celui des natels potentiellement ou que dans celui des grandes lignes électriques à très haute tension. Donc, c'est vraiment le mauvais procès par excellence. Maintenant, mon pays, la Suisse, est un des plus longs au point de vue procédure administrative et juridique du monde. Il faut 15 ans pour un projet. Il y a 10 ans, on a lancé Oljora à Lausanne. Et dans les 4 prochaines années, on va faire la procédure juridique. Et je pense que dans 5 ans, ce sera fait. Il faut changer la loi en la matière, Daniel Brella. Il faudrait changer la mentalité suisse. C'est beaucoup plus dur. Ouais, mais c'est peut-être c'est plus dur, c'est peut-être plus rapide de changer la loi, non, que de changer la mentalité. Non, parce que même avec cette loi-là, ça finit par se faire. Simplement, il faut du temps. Alors, les éoliennes, les premiers projets de 2006, on sait qu'ils se réaliseront vers 2020. Est-ce qu'on ne s'est pas montré, est-ce que vous, peut-être les Verts, parce que c'est vous qui avez peut-être le dossier de manière plus légitimée, est-ce que les politiques ne se sont pas montrés assez convaincants sur ces dossiers-là, pour que ça ne passe pas, pour qu'il y ait autant d'opposition? Est-ce que vous faites aussi votre propre autocritique dans certains dossiers? Mais derrière ces oppositions, il y a d'autres choses. Il y a tout ce qui a été encouragé par les vieux croutons qui croient encore au nucléaire. Il y a ceux qui croient aux échanges internationaux avec l'achat d'énergie polluante, charbon en Allemagne. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui ont des craintes locales. Et évidemment, si on souffle d'en haut un certain type de vent, puisqu'on parle d'éoliennes, ça a des retombées locales. Et comme la procédure permet de faire ça, et puis qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent seulement, notamment Helvetia Nostra parfois, ou M. Schiffel, ils vivent... financièrement, du fait qu'il y a des oppositions, tout ça crée un moule. Hein. Ils font du business? C'est une forme de business. Pierre Schiffel, avocat, pourtant socialiste, enfin plutôt de gauche quand même, a priori, ferait du business sur ses recours. À ma connaissance, il ne l'est plus. Oui, il y a eu des problèmes du côté de Vevey. Vous dites ça avec un énorme sourire, mais quand même accuser ces gens-là de faire du business, c'est un peu fort de café. Écoutez, un avocat, il défend les clients, c'est normal, c'est son métier. S'il n'y a pas de clients, il n'a pas de travail. Mais chacun déduira ce qu'il veut. L'Alex Weber, pour reprendre un des combats que menait aussi Pierre Schiffel, n'était pas alors un bon là, combat. moi, j'étais pour. Ouais. Là, parce qu'elle est beaucoup trop loin dans les abus. Ouais. Bon, mais c'est pas du Pierre tout de Schiffel même l'a nature. défendu. Hein. Mais je ne dis pas qu'il a fait du mauvais travail. J'ai même collaboré à son élection au Conseil d'État à l'époque. Pour revenir quand même sur la transition, 70%, c'est le chiffre de Bloomberg, vous le disiez, d'ici 2040. Vous y croyez? Il faudra quand même pour ça mettre hors course le charbon subventionné, le nucléaire déficitaire. Comment est-ce qu'on va faire? 2040, c'est dans 24 ans, on va passer de 25 à 70% en 24 ans. C'est pas si difficile que vous pensez, parce que le solaire, ça peut se mettre sur les toits. À part en Suisse, ça peut même se mettre sur l'herbe, parce qu'en Suisse, il y a quelques lois d'aménagement du territoire qui font que c'est compliqué, mais dans tout le reste du monde, c'est autrement. Là aussi, il faut changer la loi qu'on vient pourtant de voter. Pas forcément, parce qu'il y a suffisamment de surface de toit et de surface construite pour le faire. Simplement, il faut accepter que ça coûtera 1 centime par kilowattheure plus cher que dans les autres pays. Et vous pensez que les Suisses sont prêts à accepter ce renchérissement? Je pense qu'ils ne se rendront même pas compte, vu la nature du débat. Mais indépendamment de cet aspect-là, on a effectivement aujourd'hui des gens qui disent c'est comme avant, il faut détruire la planète parce qu'on va préserver des vieux investissements, des vieux emplois dans le charbon. C'est le cas notamment
en Virginie occidentale où Trump pourrait gagner l'État parce qu'il dit on va garder les vieilles mines de charbon parce que ça fait des emplois. Mais si on fait une analyse sérieuse, le remplacement par les énergies renouvelables, c'est aussi bien l'étude de l'Association de développement des énergies renouvelables en France payée par le gouvernement français que celle de Greenpeace au niveau mondial, que l'analyse de la COP21. On crée beaucoup plus d'emplois avec cette transition énergétique en préservant de vieux investissements de subventionnement dans le charbon et dans le nucléaire. Mais ceux qui disent encore on ne peut pas faire ça, ils me rappellent les médecins au 19e siècle, quand on a commencé à se rendre compte qu'il fallait stériliser les instruments, parce que ça faisait crever les patients, parce qu'évidemment, il y avait des petites bêtes qu'on ne connaissait pas, les virus, les bactéries et tout ça. Il y a eu une révolution de l'ordre médical là compte, parce que de mon temps, on faisait comme ça, puis tous ceux qui disaient autrement, c'est des cons, et puis actuellement, c'est les charbonniers nucléaires qui tiennent ce rôle. Mais ça change. En Allemagne, les grandes sociétés électriques sont en train de se séparer en sous-groupes, et il y a un sous-groupe dit désinvestissement massif qui comprend le charbon et le nucléaire, parce qu'il n'y a plus personne à part quelques fossiles vivants qui veulent rentabiliser des investissements là-dedans. Et il y a une société spécialisée sur les énergies renouvelables parce que là, on trouve des investisseurs. Donc, vous voyez un peu comme un révolutionnaire, Daniel Brella? Non, je me vois comme un évolutionnaire. Il se trouve que la révolution, elle n'a pas besoin de moi pour se faire, mais elle peut se faire plus ou moins facilement et plus ou moins sans douleur, et puis sans des Tchernobyl ou des Fukushima supplémentaires. C'est un de mes combats de l'automne, et puis c'est clair qu'il y en a encore un ou deux, tout le monde s'y mettra, mais on pourrait peut-être s'en passer. Là, au fond, vous nous expliquez que la croissance passe par une diminution de notre dépendance aux énergies fossiles, donc vous avez un discours qui prône cette croissance-là. Est-ce que, mais au contraire, d'autres verts qui prônent encore un discours de décroissance, est-ce que ça ne fait pas du tort à la cause, ça? C'est un peu punitif, cette décroissance. Vous n'êtes pas comme eux. Au fond, vous n'avez pas le même discours que la plupart des verts. Je suis très proche d'eux sur un point. Si on continue avec les vieilles solutions, genre charbon, nucléaire et autres, il n'y a pas d'autre choix. Parce que d'abord, ces réserves-là sont limitées. Moi, je prône l'efficience énergétique. On sait maintenant comment faire pour consommer 3 à 4 fois moins d'énergie dans la plupart des domaines, jusqu'à 10 fois moins dans le bâtiment, construction nouvelle. Ça, il faut faire, c'est une forme de décroissance, décroissance de nos dépendances à l'étranger. Gaz, pétrole, charbon, c'est pas à nous, on paye, même uranium, on paye à l'étranger, au profit de choses qui créent des emplois locaux, à savoir les énergies renouvelables, y compris les éoliennes et le solaire. Et si on fait ça, on peut se permettre à la fois une très forte économie d'énergie, c'est Énergie 2050, et puis le maintien de tout ce qu'on a au point de vue qualité de vie ou supposé tel. Et la création de quelques emplois aussi. Alors la création de beaucoup d'emplois. Les dernières études françaises montrent que s'ils faisaient la transition énergétique, mais c'est difficile vu les intérêts d'Areva là-bas, eh bien en 2050, le produit national brut français serait 4% plus élevé que s'il continue avec les technologies traditionnelles. Donc ça veut aussi dire plus d'emplois. Gagnant-gagnant, comme disait une candidate à la présidentielle française, socialiste. Bon, Valérie Droux, Sandra Zimmer, sont avec nous. Pensez pouvoir sauver le monde avec le vent et le soleil. On y revient, c'est une pure illusion. Voilà, c'est l'avis d'un spécialiste qui s'exprime, Sandra, dans la presse alémanique. Oui, pour le professeur Marcus Hering, géologue et auteur du livre « L'erreur des 2000 watts », celui qui pense ça, il n'a tout simplement pas fait ses leçons ou ses devoirs, il le dit dans la Basler Zeitung. Pour lui, l'exemple allemand le montre. Le remplacement de ces centrales nucléaires par des éoliennes et du solaire a malgré la multiplication des reflets, des miroirs et le morcellement du paysage, amené aucune réduction de CO2. Et lorsque les ressources deviennent limitées, il faut utiliser celles à la densité énergétique les plus fortes. Et bien que le vent et le soleil n'aient pas de limite, elles ne le sont pas. Les deux ont besoin de beaucoup plus de place et surtout de matières premières par watt. On ne pourra donc jamais se passer d'énergie à haute valeur ajoutée. Et les prochaines étapes seront la fission et la fusion nucléaire, des techniques pas forcément très populaires. Réponse à Marcus Hering, Daniel Brella. Il s'agit des fameuses arriérés dont j'ai déjà parlé. Je pense que cette personne est assez âgée. Et là, je ne connais pas cette personne. Mais c'est une personne assez âgée. Attention, procès d'intention. La Basler Zeitung, qui a été rachetée par le clan Blocher, qui est en train de préparer les campagnes de l'automne avec l'économie suisse, qui est en général composée d'arriérés dans ce domaine, même si dans d'autres, ils sont très en avance. Votre parole me semble très libérée, Daniel Brella. Elle est hyper libérée.
pays parce que c'est la vérité. La vérité est claire, le charbon a des ressources limitées, mais on peut décider de détruire définitivement la planète pour les théories de ce monsieur qui sera plus vivant à cette époque. Et moi non plus d'ailleurs, je vous rassure. Et puis le nucléaire, on sait, les réserves sont extrêmement limitées. On est aujourd'hui à 4% de l'énergie mondiale par nucléaire. C'est sûr qu'on ne va pas doubler ou tripler, il s'agit juste de savoir comment on va descendre à zéro ou pas, suivant les théories. Et pour le reste, la densité énergétique, c'est juste une illusion au sens longtemps, à savoir que c'est un monsieur qui pense encore probablement qu'il faudrait des fusions avec des grosses centrales à 5000 mégawatts, une seule pour le pays, et puis tout le monde qui dépend du groupe électrique, mais à part 2 ou 3 électriciens spécialement arriérés qui ont à peu près 80 ans, il n'y a plus personne qui pense comme ça, même dans la spécialité. Il est excellent de dire je suis scientifique parce que je suis géologue, mais la géologie n'est pas une science universelle qui permet de dire des conneries sur tout le reste de l'humanité. Daniel Brella, ce sont vos propos. Maintenant, la politique... Je pèse mes mots, parce que ce genre d'imbécile m'énerve. On l'a compris. Et je suis prêt à débattre avec lui. Ah, ça c'est... écoutez, aucun problème. On en parlera à nos collègues de Forum qui font ça tous les soirs à 18h. Je n'ai aucune peur de débattre avec qui que ce soit de ce genre-là, je connais le sujet par cœur. Le rendez-vous est pris. Si lui est d'accord, peut-être. On va l'appeler. Moi, je ne fais pas un débat en allemand avec lui parce qu'il aurait trop d'avantages. Une partie du PLR aimerait voir Johan Schneiderman quitter le Conseil fédéral l'an prochain. C'est dans La Liberté, Valérie. Oui, dans La Liberté, le Nouvelliste, l'Impartial, l'Express et la Côte, des membres du parti se sont confiés. Johan Schneiderman a l'air fatigué, épuisé, et il se cherche encore et toujours. Voilà pour la première raison de le pousser vers la sortie. Au portillon se poussent aussi plusieurs membres du parti qui se verraient bien à sa place. La conseillère aux États saint-galloise, Karine Keller-Souter, ses collègues Martin Schmitt, Grison, l'Appenzellois Andrea Caroni ou le Zurichois Rudi Noser. Il se dit aussi que son duo avec Didier Burkhalter ne fonctionne pas bien au Conseil fédéral. Enfin, sur un plan de stratégie politique, il vaudrait mieux changer de conseiller fédéral avant les élections de 2019 pour assurer le 2e siège PLR. Mais au final, quoi qu'il se chuchote en coulisses, c'est de toute façon lui qui décidera. Voilà, Daniel Brella, passionné de politique, de stratégie politique. On vous a souvent reçu pour nos émissions de votation fédérale. Là, le titre de La Liberté, Johan Schneiderman, poussé dehors par son parti, vous y croyez ? Écoutez, au moment de la réélection du Conseil fédéral, il était déjà à peu près clair que, sauf grosse surprise, Mme Le Tart irait jusqu'à la fin de sa présidence, c'est-à-dire la fin de l'année prochaine, et que M. Schneiderman probablement ne finirait pas la législature. Il y a donc une probable opportunité, mais ce n'est pas une certitude, qui parte en même temps, c'est-à-dire à fin 17 pour 18. Et à ce moment-là, bien sûr, qu'il y aura des gens qui se pousseront au portillon dans les deux parties. Ceux qu'on a évoqués vous semblent des noms crédibles? Ceux-là, et puis même il peut encore en sortir d'autres. Hein, d'ici là, on est encore loin. Si c'est fin 17, il reste encore 1 année et demie, quasiment. Il a fait du mauvais travail, parfois, c'est ce qu'on dit, Johan Schneiderman. À vos yeux, comment vous jugez son action? C'est très difficile de juger ce genre de choses. Évidemment que pour tout adversaire politique, il a par définition fait du mauvais travail, et c'est réciproque pour d'autres. Je dirais que c'est pas quelqu'un qui a un tonus dans son discours qui est de nature à soulever la passion des foules. Donc c'est un communicateur moyen, ce qui pour un conseiller fédéral en principe est un peu léger. Pour le reste, je crois qu'il a agi au plus près de sa conscience, mais à mon avis, avec des options qui s'appliquaient à une petite ou moyenne entreprise et qui ne sont pas automatiquement transposables en un pays. Et puis, ma foi, ce n'est pas le seul dont on peut faire un bilan demi-teinte. Merci beaucoup, Daniel Brella, d'avoir été notre invité. Bon vent du côté de Berne, puisque c'est là que s'écrit votre avenir. Oui, mais pas seulement éolien, il y a aussi solaire et tout le reste.